Les Français ont maintenant peur pour leur patrimoine et on les comprend avec l'inflation, vous avez la hausse des taux d'intérêt, vous avez eu la possibilité d'un krach immobilier qui arrive, vous avez aussi la possibilité de krach bancaire, on a vu qu'il y a eu des établissements aux États-Unis qui sont tombés et plusieurs d'entre eux, on a vu qu'il y a eu des problèmes en Europe avec des grosses banques comme le Crédit Suisse. Bref, il y a beaucoup de choses qui font peur aux Français en ce moment. Et ils sont maintenant très majoritaires à avoir très peur pour leur patrimoine et ils aimeraient bien savoir comment faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va voir donc aujourd'hui comment les peurs des Français et puis comment ils vont essayer d'orienter leur patrimoine pour éviter tous les problèmes que l'on connaît actuellement. Et ça, on le sait grâce à un sondage qui a été fait par Patrimonia. Patrimonia, en fait, c'est une sorte de convention où se réunissent tous les gérants de patrimoine, etc., tous les ans en septembre. Et à chaque année, avant cette convention, le Salon Patrimonia fait une sorte de sondage auprès des Français, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Pour la deuxième année consécutive, Patrimonia, la convention phare des métiers du patrimoine qui se déroulera les 26 et 27 septembre 2023, a interrogé les Français afin de mieux comprendre leurs inquiétudes et leurs intentions quant à la gestion de leurs biens et de leur épargne. Hausse des taux d'intérêt, une préoccupation pour 44% des Français. Je parle très souvent de la hausse des taux d'intérêt. J'explique très souvent que la Banque centrale elle-même dit que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter parce qu'elle n'est pas du tout sûre d'avoir réussi à enrayer l'inflation. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Bruno Le Maire, d'un côté, nous dit c'est bon, on a réussi à vaincre l'inflation. Et puis, de l'autre côté, vous avez Christine Lagarde de la BCE qui dit non, pas sûr du tout, on risque d'avoir une inflation toujours très élevée et on va continuer à augmenter les taux d'intérêt pendant encore de longs mois, uniquement pour pouvoir contrecarrer cette inflation. Et du coup, donc, il y a quand même 44% des Français qui sont inquiets par cette hausse des taux d'intérêt. Face à une inflation élevée qui persiste, la majorité des Français reste très inquiète, mais un peu moins qu'en 2022. 82%, moins 5 points VS 2022. Parmi les Français inquiets, 55% craignent tout particulièrement l'impact de la hausse des prix des produits alimentaires sur leur porte-monnaie, tandis qu'ils sont plus d'un sur 4, 27%, à déclarer être déjà obligés de puiser dans leurs économies, une proportion en recul par rapport à l'an passé, moins 13 points. Il y a quand même plus d'un Français sur 4, qui est obligé aujourd'hui de puiser dans ses économies pour vivre. Alors, les autres, on l'a vu, ils font des économies. On voit notamment le livret A, dès qu'on augmente de 1% le taux, on voit que la collecte explose. C'est même un problème et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Banque de France va peut-être conseiller au ministre, en juillet, le conseil de ministre, de ne pas trop augmenter le taux du livret A au 1er août. Tout simplement parce que quand on l'augmente beaucoup, tout de suite, il y a une collecte gigantesque sur le livret A et ça pose des problèmes à la Caisse des dépôts, ça pose des problèmes aux banques. Bon, j'ai dit ce que j'en pensais. Moi, ça devrait être une formule mathématique qu'on ne touche jamais. Je ne comprends même pas qu'on demande son avis au ministre, ni même au gouverneur de la Banque de France. Pour moi, il devrait y avoir une formule mathématique qui dit, hop, l'inflation est de temps, tac, le taux du livret A est à temps. Parce que comme ça, tout le monde sait à quoi s'attendre. Mais c'est pas le sujet là, donc il risque d'y avoir un transfert de richesse, encore une fois, des pauvres ou de la classe moyenne qui a un livret A vers les riches, les banques notamment qui sont contre la hausse du taux du livret A, mais c'est pas le sujet là. Donc vous voyez, il y a quand même donc il y a une partie de la population qui un quart de la population donc qui puise dans son bas de laine pour pouvoir suppléer à l'inflation. Et d'un autre côté, vous voyez qu'il y a quand même les 3 quarts des autres qui
eux font de l'épargne justement à cause de l'inflation, hein, puisque le livret A, le but, c'est justement de garantir un peu son épargne contre l'inflation. Je dis un peu parce que livret A à 3%, inflation à plus de 5%, c'est pas merveilleux. Mais bon, c'était déjà une petite précaution. 11,5% des Français estiment que la situation reste gérable, même si elle les empêche désormais d'épargner, et seuls 7% ne se sentent pas impactés du tout. Et ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires, est-ce que vous puisez dans votre bateline pour vos courses de tous les jours, on dirait, est-ce que c'est gérable? Et voilà. Ou est-ce que vous faites partie des 7% qui trouvent que eux, ça les impacte pas du tout, quoi. Ça n'a rien changé à leur vie, cette inflation, pour le moment. Dites-moi ça dans les commentaires. Conséquence directe de la hausse des prix, la flambée des taux d'intérêt est une nouvelle donnée à prendre en compte pour les Français. 68% se disent déjà impactés. Le chiffre grimpe à 79% chez les 25-34 ans. Est-ce que la hausse des taux d'intérêt vous a impacté? 68% des Français disent oui, hein, donc c'est quand même très important. 79% chez les 25-34 ans, on est vraiment sur beaucoup de gens qui auraient été impactés par la hausse des taux d'intérêt. Moi, j'aimerais bien savoir si vous personnellement, moi par exemple, ça m'a pas impacté. Si vous voulez, j'ai pas fait d'emprunt, j'ai pas d'emprunt à la consommation, j'ai pas emprunté pour faire de l'immobilier ni rien. Donc j'ai pas été impacté par la hausse des taux d'intérêt. Donc quand je vois que 68% des gens auraient été impactés, j'aimerais bien savoir si vous en faites partie, parce que je vois pas exactement comment ça a pu impacter autant de monde. Plus précisément, 30% des Français craignent de ne plus pouvoir emprunter ou rembourser leurs prêts immobiliers. Alors ça, oui, là c'est clair, j'en ai déjà parlé. On voit que la hausse des taux d'intérêt pour les emprunteurs, ça a été une catastrophe, qu'actuellement ils empruntent ils ont baissé ceux qui arrivent à emprunter. Voilà, beaucoup ne peuvent plus du tout emprunter. On demande un apport personnel très élevé, quasiment 90 000 euros. J'ai fait une vidéo hier là-dessus. Vous pouvez regarder dans la playlist sur l'immobilier, vous verrez la vidéo d'hier, vous la recherchez sur la chaîne, sur le fait que maintenant on demande 90 000 euros d'apport personnel pour pouvoir emprunter, à cause en partie de la hausse des taux d'intérêt. Donc ça c'est clair. Et il y a et ceux qui peuvent emprunter achètent en moyenne sur la France entière 5 mètres carrés en moins. En sachant que c'est 2 mètres carrés à Paris vu le prix du mètre carré, mais que c'est 11 ou 12 mètres carrés à Saint-Étienne, me semble-t-il. Donc vous avez en moyenne, les gens achètent une cuisine en moins, la taille d'une cuisine, 5 mètres carrés en moins. Et à Saint-Étienne, c'est carrément une chambre en moins, ce qui est quand même un véritable problème. Et encore, on parle que de ceux qui peuvent emprunter, parce qu'on a vu que c'était un vrai problème pour les gens d'emprunter. Donc là, c'est vrai que je suis d'accord avec ces 30% des Français qui craignent de ne pas pouvoir emprunter pour faire de l'immobilier. Ça, c'est évident, c'est un véritable problème. Et l'un d'entre vous, dans les commentaires, je l'ai vu ce matin, me parler de l'immobilier locatif, du fait qu'il ne pouvait plus... Enfin, qui craignait... Il avait comme projet de faire de l'immobilier locatif en achetant une maison, puis une deuxième, puis une troisième. C'était un jeune, visiblement. C'est vrai que son projet semble compliqué, surtout que alors déjà par rapport personnel, par la hausse des taux, mais au plus l'immobilier locatif, vous savez, les banques ont droit de déroger là au fameux 35% au 35% d'endettement et à la durée d'emprunt de 25 ans. Vous savez, les fameuses normes mises en place par le HCSF, c'est-à-dire la Banque de France plus le ministère de l'économie. Donc les banques ont le droit de déroger, mais relativement peu pour l'immobilier locatif. C'est-à-dire que elles ont le droit de déroger principalement pour les primo-accédants et l'immobilier où vous allez vivre. On leur a demandé de peu déroger, un petit peu plus qu'avant, mais peu déroger pour l'immobilier locatif. Donc c'est vrai que pour des gens comme ça, c'est bloqué. C'est quand même agaçant. Alors je ne veux pas m'énerver sur cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais... c'est quand même super agaçant. Vous voyez, encore une fois, l'État. C'est-à-dire que le taux du livret A, il devrait être entre 4 et 4,5. On se demande... il devrait déjà être à 4. Le gouvernement de la Banque de France aurait déjà pu demander le passage à 4 au 1er mai. Il ne l'a pas fait. Bon.
Au 1er août, enfin en juillet, il devrait demander, en principe, hein, d'après les calculs, à peu près 4,5. On pense, il y a une énorme pression sur lui pour qu'il ne le demande pas et qu'il reste relativement bas, peut-être en dessous de 4. Hein. La Caisse des dépôts demande même 3,5. Donc, et encore une fois, c'est l'État qui... Mais vous voyez, l'État va choisir votre taux de livret A, alors que ça devrait être une formule mathématique vraiment toute bête. Et là aussi, avec le HCSF, l'État et la Banque de France, mais c'est à peu près la même chose. L'État, enfin, je sais qu'elle est indépendante hein, sur le papier, mais bon, on se comprend. Bon, l'État, encore là, vous empêche d'aller faire de l'immobilier locatif uniquement par les normes qu'il impose à votre banque. On pourrait tout à fait imaginer que les banques, connaissant leurs clients, on leur dise, bon, vous avez le droit de déroger que dans 20% des cas, ce qui est le cas, hein, vous avez le droit de déroger pour 20% de vos dossiers aux normes que l'on a mis en place. Ça, ok, il y a des normes pour éviter qu'elles fassent des grosses bêtises comme pendant les subprimes, mais vous avez le droit de déroger dans 20% des cas, mais dedans, dans les 20%, vous faites ce que vous voulez. Vous, locatif, habitation, maison, appartement, particulier, faites comme vous voulez. Bon, mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on leur dit non seulement vous avez le droit 20%, mais X% pour les propriétaires occupants, X% pour le locatif. Vous voyez, il y a encore l'État qui remet de la norme sur la norme, et ça coince des gens qui aimeraient pouvoir emprunter, quoi. Et la banque serait probablement d'accord. Après, c'est à la banque de gérer son risque convenablement. Mais je trouve c'est normal qu'on les restreigne un peu pour éviter des grosses bêtises qui après pose des gros problèmes, hein, on l'a vu avec les subprimes, mais en même temps, j'aimerais qu'on fasse pas du micromanagement. Voilà. On a un gouvernement qui fait du micromanagement avec les banques, et je trouve que c'est vraiment une erreur, parce que derrière, c'est nous qui en payons le prix, et c'est vraiment pas une bonne chose. Surtout que, bon, le gouvernement gérerait parfaitement ses finances, on aurait des finances publiques nickel, on serait un pays en croissance complète, et puis avec peu de déficit, avec une dette gérée, on dirait, ok, ces mecs-là savent gérer, ils peuvent donner des conseils aux banques. Mais là, même pas. C'est-à-dire qu'eux, ils gèrent n'importe comment, ça fait 49 ans qu'on a un État en déficit, on a une dette qui fait presque 120% du PIB, et donc c'est de la gestion n'importe la whack, mais ils vont conseiller aux banques sur comment gérer. Ouais, voilà. Bon. Et bon, je ne vais pas revenir sur le fait que la faillite des faillites bancaires aux États-Unis sont beaucoup liées à la gestion de l'État. Hein. C'est-à-dire, c'est l'État, c'est la façon dont l'État a emprunté, etc., qui est la cause des faillites bancaires aux États-Unis. Mais bon, ça serait trop long. Enfin, c'est l'État américain, ok, mais c'est la même chose en France. Donc, mais ça serait trop long. Donc, on parle. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voyez, merci pour les conseils, l'État. Plus précisément, donc 30% des Français craignent de ne pas pouvoir emprunter ou rembourser leurs prêts immobiliers, tandis que 14% redoutent de ne pas pouvoir vendre leurs biens, ça oui, et ou de devoir baisser le prix. Ça me semble mais évident que les prix vont baisser. Hein. J'ai fait une vidéo il n'y a pas du tout longtemps, je crois que c'est hier aussi là-dessus. Grosso modo, on pense que par rapport au plus haut, les prix vont baisser de 20%. C'est assez général comme idée, sauf les vendeurs immobiliers comme Century 21 ou La Forêt qui disent que ça va baisser peut-être de 10% maximum. Mais voilà, eux, ils ont un intérêt dans l'affaire. Si vous interrogez des économistes plutôt sérieux, ils vont vous dire par rapport au plus haut, donc pas par rapport à aujourd'hui, mais par rapport au plus haut, on va baisser de 20%, et donc par rapport à aujourd'hui, il faut s'attendre encore à une baisse de 10 à 15% par rapport à aujourd'hui. Donc oui, si vous êtes vendeur, vous allez probablement soit ne pas réussir à vendre votre bien, soit en baisser le prix. Ça serait pas une mauvaise chose si c'était parce que souvent on me demande ce que j'en pense, ça serait pas une mauvaise chose si c'était un bien pour l'acquéreur, mais on voit que l'acquéreur, lui, il a d'autres problèmes, c'est-à-dire que comme les taux ont augmenté, bah, il peut pas acheter. Donc comme il peut pas acheter, bah, s'il achète, si l'acquéreur, pour compenser la hausse des taux, il faudrait que les prix aient baissé déjà de 20%. Et pour compenser la hausse des taux à venir, parce qu'elle va continuer d'après Christine Lagarde, donc il y a de bonnes chances, comme c'est elle qui les décide, il y a de bonnes chances qu'elle ne se trompe pas sur le fait qu'ils vont augmenter. Comme ils vont continuer à augmenter, on va devoir avoir une baisse de 30% pour compenser.
Alors je ne dis pas que ça va baisser de 30%, mais vous voyez, pour l'acheteur, en fait, il n'est pas vraiment gagnant parce que avec la baisse qu'on imagine de 15-20% depuis les plus hauts, eh bien, il ne sera pas gagnant. Ça ne compensera pas la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Donc le vendeur n'est pas gagnant, l'acheteur n'est pas gagnant. C'est un jeu d'imbécile qui est dû. Je remets toujours mon col, excusez-moi, mais ça me gêne ce col qui est de côté là. Bon. Mais excusez-moi, on dirait une midinette. Mais voyez, c'est ni l'acheteur ni le vendeur qui sont gagnants. C'est vraiment un jeu de dupes qui est principalement dû, là encore, à des bêtises qu'a fait la BCE pendant des années. Là, qu'elle augmente les taux, c'est une bonne chose. J'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas en parler dans celle-ci. C'est une bonne chose. Elle les a pas augmentés assez tôt. Sa première erreur, c'est de les avoir fait très bas pendant trop longtemps, ce qui était idiot. Et j'en parle, je le dis depuis le début, donc je ne change pas d'avis là-dessus. Et après les avoir augmentés trop tard, et là aussi j'avais averti bien avant qu'il fallait les augmenter, donc bon, elles ont augmenté trop tard. Et là, en fait, son erreur, c'est qu'ils ne sont pas au-dessus de l'inflation, et du coup, on risque de pédaler pendant très très longtemps. Il y a vraiment un gros risque là-dessus. Hein. Quand les taux sont au-dessus de l'inflation, il n'y a plus de problème en principe. Mais là, ils ne sont pas au-dessus de l'inflation, alors que les taux américains sont au-dessus de l'inflation. Nous, ils ne sont pas au-dessus de l'inflation, et donc on risque de pédaler encore quelques temps. On va voir, hein, on verra bien, mais du coup, oui, pour les acheteurs, ça va être un problème parce que les taux montent trop vite et ils vont avoir des problèmes à acheter, et la baisse des prix ne va pas compenser. Et oui, pour les vendeurs, ça va être un problème parce qu'il y aura de moins en moins d'acheteurs et qu'en plus, hein, puisqu'ils peuvent plus emprunter, mais qu'en plus, eh bien, les prix vont baisser, quoi. Donc oui, il y a un véritable problème actuellement sur l'immobilier, pour les deux. En revanche, ils sont 24% à se sentir impactés, mais de façon plutôt positive. Alors là, dites-le moi, puisque sans projet immobilier à crédit, ils profitent de placements de taux plus avantageux, comme les livrets, l'assurance vie. Alors oui, c'est vrai que j'aimerais bien savoir si les gens qui ont de l'assurance vie, qui ont des livrets A, etc., se sentent avantagés par cette hausse des taux. Ça, j'aimerais bien le savoir, parce que c'est pas faux. Hein. C'est parce que les taux d'intérêt ont augmenté que votre livret A est passé de 1 à 3%, ça c'est clair. C'est peut-être grâce à ça qu'il va atteindre 4%, c'est pas faux. Ça ne rattrape pas l'inflation, et ça c'est le problème, mais du coup, est-ce que vous vous sentez avantagé? Est-ce que vous avez trouvé que effectivement cette hausse des taux, c'est plutôt une bonne chose pour vous? Ça, vraiment, dites-le moi. Ça. Alors là, vous voyez, j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est pas bête du tout. À noter, 32% des Français ne se sentent pas concernés du tout car ils n'ont pas de projet immobilier à date et n'épargnent ni sur des livrets, ni sur des fonds euros dans l'assurance vie. Mais alors vous épargnez sur quoi? Si vous ne vous sentez pas du tout concerné et que vous n'avez pas de projet immobilier mais que vous ne mettez pas non plus sur des fonds euros ou sur du livret, vous faites quoi de votre argent? S'il est sur un compte courant, il est en bourse, en crypto, enfin dites-moi, j'aime pas les cryptos, hein, donc me faites pas dire qu'il faut acheter des cryptos, je déteste les cryptos. Hein. Mais voilà, dites-moi un peu ce que vous en faites. Depuis l'an dernier, si l'optimisme des Français tend à remonter, le contexte reste anxiogène pour eux. Ainsi, 39% pensent qu'une crise financière et économique est inévitable. 39% pensent qu'il va y avoir une crise financière et économique. Une inquiétude qui est encore plus présente dans la région Normandie, 44%, et Centre-Val de Loire, 45%, et dans le Grand Est, 48%. Alors pourquoi les gens dans le Grand Est, dans la Normandie et dans le Centre-Val de Loire sont plus inquiets que dans le reste de la France? J'aimerais bien le savoir. 43% des Français redoutent une situation comparable à l'éclatement de la bulle Internet 2000 ou à la crise financière de 2008. Est-ce que vous en faites partie? Je pense que... Alors, je ne suis pas du tout certain que ça arrive. Pas du tout certain. Pas du tout certain. Mais qu'on soit devant une crise à la 2008, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Il y a Kiyosaki aux États-Unis qui a dit ça. Il y a Elon Musk qui a dit ça. Alors, c'est les États-Unis, mais enfin, la 2008 aussi, ça a démarré aux États-Unis. Hein.
Moi, je serais pour une fois un peu plus optimiste, mais en même temps, pas surpris si ça arrivait, quoi. Donc là, même chose, hein, dites-moi, comme on a des pourcentages comme ça, profitons-en, hein, dites-moi vraiment dans les commentaires un peu tout ce que vous pensez de tout ça et dans quel camp vous êtes, entre guillemets. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, ça serait intéressant de le savoir. Les Français restent attentifs. 53% n'ont toujours pas modifié leur placement depuis le début de l'inflation. Là, ça commence à faire du temps quand même, hein. Malgré le contexte instable, plus de la moitié des personnes interrogées, 53%, n'ont pas pris de mesures particulières pour protéger leur patrimoine, investissement et placement. Seul un quart des sondés ont véritablement revu leur approche. Si 10% ont suivi les recommandations de leurs conseillers et revu leur placement en faveur de valeurs plus sûres, ils sont aussi 15% à avoir purement et simplement renoncé à investir dans l'immobilier. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que pour eux, les valeurs plus sûres, c'est l'immobilier? En même temps, si on pense qu'on est face à un crack type 2008, je ne suis pas sûr que l'immobilier soit une valeur plus sûre. Donc je ne sais pas trop. Par contre, pas revoir ses placements, si vous avez tout votre argent sur votre compte courant, vous êtes mal barré, quoi. Hein, parce que l'inflation, vous la prenez pleine poire. Donc, je pense que le minimum, c'est bon, avoir le mois en cours sur le compte courant, c'est normal, mais vous voyez, au minimum, avoir son argent sur son livret A, hein, histoire de se protéger un tout petit peu contre l'inflation, ça me paraît pas fou, quoi. Ou les livrets équivalents, hein, je parle du livret A comme ça, l'assurance vie non, parce que c'est plus long terme, mais sur l'épargne de court terme, entre guillemets, qui va être utilisée dans l'année. Le minimum, ça me paraît le livret A. Mais a priori, donc, on a quand même 53% des Français qui n'ont pas bougé. Alors, soit ils n'ont pas eu d'épargne supplémentaire par rapport au début de l'inflation, soit ils avaient déjà tout sur leur livret A, je ne sais pas. Mais ça me paraît étonnant. Et personnellement, je dirais pas que l'immobilier est un placement sûr actuellement. Donc ça me paraît étonnant. Je sais pas s'il y a une corrélation entre les deux phrases qu'ils donnent. Moi, ça me paraît surprenant. Je dis pas qu'il faut surtout pas acheter de l'immobilier. C'est pas du tout ce que je dis, hein, parce que ça dépend dans quel quartier, dans quelle ville, ce que vous allez en faire. Est-ce que vous faites du locatif? Est-ce que c'est de l'immobilier pour vous? Enfin, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pas le cas, mais je suis désolé. L'immobilier baisse au niveau général en France. On parle beaucoup de crise immobilière qui viendrait, plus tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est un placement sûr. Il ne faut pas non plus trop exagérer, même si ça a été dans le passé sur les années, sur les 10 dernières années. Mais les 10 dernières années étaient un peu particulières puisque les taux étaient à zéro. Donc c'est un peu spécial. Si on regarde les comportements en région, les épargnants investisseurs résidant en Pays de la Loire s'avèrent plus attentifs que les autres. Seuls 16% ont révisé leur placement, alors qu'à l'inverse, les habitants des Hauts-de-France ont été beaucoup plus réactifs. 35% ont changé leur façon de gérer leur patrimoine afin de mieux les sécuriser. Moi, ça ne m'épate qu'il y ait des différences entre les régions. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des différences entre les régions d'une personne à l'autre, bien sûr. Mais quand on multiplie le nombre de personnes, c'est-à-dire type ville ou type région, ça, je ne pensais pas. Je suis très étonné. Pour finir, 2% ont fait le choix de liquider une partie de leur placement immobilier et financier. 19% sont à la recherche de solutions pour sécuriser leur patrimoine sans toutefois savoir comment s'y prendre. Il y a quand même, voilà, il y a 19% des gens qui aimeraient sécuriser leur patrimoine mais qui ne savent pas comment faire. Compte-t-il pour autant se faire aider par un professionnel? Oui, je rappelle que c'est le salon Patrimonia qui fait ça, donc un salon justement pour tous les professionnels du patrimoine. Donc leur fin de sondage est peut-être un peu orientée, mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant de vous le lire, donc je vous le lis parce que malgré tout, 20% des répondants sont déjà convaincus qu'il s'agit d'une aide précieuse pour protéger leurs biens. Un professionnel. 16% n'ont pas encore sauté le pas, mais envisagent de plus en plus cette possibilité,
compte tenu de l'inflation et du risque de crise financière. Un souhait particulièrement fort dans les Hauts-de-France, là encore. Non mais pourquoi c'est différent d'une région à l'autre? Moi, ça m'épate. Un souhait particulièrement fort dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Néanmoins, la réponse est non pour 64% des sondés qui ne comptent toujours pas faire aider par un professionnel du patrimoine. Moi, comme ça, je dirais que ça dépend d'une part de votre patrimoine et ensuite de vos connaissances, quoi. Est-ce qu'il vaut se faire aider par un professionnel du patrimoine quand on a 500 € à placer ou qu'on a, je sais pas, qu'on arrive à économiser 100 € par mois? Est-ce qu'il faut se faire aider par un professionnel du patrimoine quand on a 50 000 € à placer mais que soi-même on connaît extrêmement bien tout ça? Honnêtement, je ne sais pas. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent à placer et qui n'y connaissent rien, oui, là, un professionnel du patrimoine, ça me semble absolument nécessaire. Vous avez beaucoup d'argent, vous qui n'y connaissez rien, oui. Vous avez, bon, beaucoup d'argent, c'est relatif, hein, chacun va fixer le terme beaucoup là où il veut, mais voilà. Vous avez 100 €, 300 € à placer tous les mois sur les 10 prochaines années parce que vous voulez faire un truc pour votre retraite ou pour acheter une maison ou pour... Oui, là, un professionnel, ça me semble pas mal, effectivement. Par contre, vous avez un petit peu 100 € à placer tous les mois pour les dépenser à la fin de l'année sur l'achat d'un frigo ou, enfin, 100 € tous les mois pour un frigo, ça fait un beau frigo, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ou vous avez un petit peu d'argent tous les mois à mettre quelque part pour vous protéger de l'inflation parce que le mois prochain, ils seront peut-être utilisés pour autre chose. Je ne sais pas s'il faut un professionnel du patrimoine pour faire ça. Donc, bon. J'espère que je ne vais pas me tirer d'inimitié dans les professionnels du patrimoine en disant ça. Mais voilà, si le but, c'est de se protéger de l'inflation sur les 6 prochains mois, voilà. C'est pas la même chose que si c'est pour préparer sa retraite, quoi. Les études menées par Patrimonia montrent que le préjugé des Français sur les métiers de la gestion de patrimoine persiste. 36% ne se sentent pas en confiance et préfèrent gérer leur argent eux-mêmes. Niveau en léger recul depuis un an. Une méfiance encore plus forte en Bourgogne-Franche-Comté, 48%, bah 1 sur 2 quasiment, et en Centre-Val-de-Loire, 43%. 28% ne se sentent pas concernés par ce type de service et estiment qu'il est réservé aux grandes fortunes. Ouais. Bon, je sais pas si... Vous voyez, je veux pas dire, moi, que c'est réservé aux grandes fortunes. C'est plus suivant les projets que vous avez, à mon avis. Hein, suivant votre... évidemment, la fortune que vous avez, mais aussi les projets que vous avez, quoi. Donc, quelqu'un qui économise 100 €, je reprends mon exemple, 100 € tous les mois pour pouvoir s'acheter une maison plus tard ou pouvoir s'acheter ou pour pouvoir avoir sa retraite plus tard, c'est pas une grande fortune, mais il n'empêche que ça me paraît important de passer par un expert. S'il n'y connaît rien, ça me paraît important de passer par un expert. Et ensuite, ouais, pas confiance. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours le doute. Est-ce qu'il fait ça pour ça comme à lui ou est-ce qu'il fait ça pour vous? Mais je pense que c'est quand même pas mal de récupérer son avis. Je suis pas sponsorisé, hein. Je suis pas du tout sponsorisé. Hein. Alors vraiment pas. Hein. Mais je pense que moi je connais bien tous ces trucs-là, donc je le fais moi-même. J'ai pas de conseiller en gestion de patrimoine. Mais quelqu'un qui est dans ma situation et qui pense, ouais, moi j'ai la grande quarantaine, j'approche de la cinquantaine et donc je pense à ma retraite. À ma place, si je voulais préparer ma retraite et que j'y connaissais rien, bah, j'irais voir un gérant de patrimoine ou un conseiller bancaire au minimum et je parlerai avec lui. Après je ne serai pas idiot à me dire, je sais bien que ce gars-là a des coms. Donc voilà, donc il est orienté, même s'il est hyper honnête, il est forcément un peu orienté par ses coms. Mais j'irai en voir un, peut-être deux, peut-être trois même, vous voyez, pour avoir un peu l'avis de gens qui sont bons. Et si tous les trois me disent, bah, il faut que vous investissiez 50% de votre argent en obligations et 50% en actions
et puis petit à petit que vous alliez uniquement vers des obligations dans le cadre de l'assurance vie pour arriver à la retraite avec que des obligations, si les trois me disent la même chose, vous voyez, je me dirais, ah, ils ont peut-être raison. Puis après, je choisirais lequel des trois m'a le plus plu, quoi, ou m'a paru le plus honnête. Et même chose, si tous les trois me disent, ah, mais avoir que des trucs comme ça, vous devriez aussi penser un peu à la pierre, aller faire un peu de SCPI, aller acheter un appartement, penser à... Vous voyez, et en fait, en écoutant le discours des trois, je vois bien si le discours est cohérent, et à partir de là, je choisirais ce qui est le mieux dans mon cadre. Vous voyez, mais si j'y connaissais rien, je ne ferais pas ce genre de choses tout seul, quoi, parce que j'ai 99% de chance de me planter. J'écouterai pas non plus tous les youtubeurs, vous voyez, j'ai beaucoup aimé Droma Economy, j'irai pas me dire, bon, Droma Economy m'a dit qu'il a adoré les actions, moi j'aime beaucoup les actions, Droma Economy m'a dit qu'il adorait les actions, il a plus de 40 ans, moi aussi, il faut que j'achète des actions pour ma retraite. Non, parce que ma situation à moi, mes revenus à moi, mon patrimoine à moi n'ont rien à voir avec le vôtre. Je gagne peut-être beaucoup moins que vous, je gagne peut-être beaucoup plus que vous, j'ai un patrimoine complètement différent du vôtre. Ma situation est complètement différente, je vais peut-être hériter, je vais peut-être pas hériter. Vous voyez, donc c'est pas parce que je connais très très bien la bourse, vous connaissez peut-être pas du tout. Donc voilà, vous voyez, c'est pas. Donc j'écouterai surtout pas les youtubeurs, ou juste comme ça, d'une oreille distraite, mais j'irai voir des pros pour qu'ils s'orientent par rapport à moi et à ma situation perso. Et j'irai en voir plusieurs pour être sûr de ne pas tomber sur un gars qui n'est intéressé que par sa com et qui va me vendre son contrat d'assurance vie pour pouvoir encaisser les droits d'entrée. Donc j'irai en voir 2-3 pour voir s'ils me disent bien tous la même chose, quoi. Et à partir de là, après, je choisirai celui que je juge le mieux. Donc, vous voyez, je ne suis pas d'accord avec les gens qui ne se sentent pas en confiance. Je pense que soit vous connaissez très très bien, soit vous allez voir des gens. Quand vous avez un projet, bien sûr, hein, je ne parle pas de placer 300 € d'ici la fin de l'année parce que en fin d'année, je veux aller faire des vacances à je ne sais où. Hein, donc, je parle vraiment de placer en vue d'un projet. Les résultats de cette étude soulignent cette année encore l'importance pour les professionnels du secteur de faire preuve de pédagogie et de sensibiliser les Français sur les services qui peuvent être proposés, notamment le conseil en fonction de chaque situation. Enfin, exactement ce dont je vous parlais. Et encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, hein, je vous dis ça du fond du cœur. Hein, donc, n'allez pas croire que je fais ça parce que je veux me sentir bien avec Patrimonial, je ne les connais pas, j'y suis jamais allé, ils m'ont jamais rien payé, ils m'ont jamais proposé quoi que ce soit, donc voilà. Il est intéressant de noter que 19% des sondés souhaiteraient protéger leur patrimoine, mais ne savent pas à qui s'adresser. C'est aux professionnels du secteur d'aller vers eux. Bon, après, c'est tout ce que... Voilà, c'est un peu de pub pour Patrimonia, qui dit, grosso modo, professionnels du secteur, venez me voir, et puis je vais vous expliquer comment aller devant les clients. Mais si vous en cherchez, vous savez, il y a des très bons professionnels. Vous avez votre banquier. Hein, votre banque, elle a quelqu'un qui est là pour vous conseiller, donc vous demandez à aller le voir. C'est le minimum. Parce que si vous n'avez pas confiance à votre banque, changez de banque, quoi. Vous voyez, soit vous avez confiance dans votre banque, soit vous n'avez pas confiance dans votre banque. Si vous n'avez pas confiance, vous changez de banque. Mais sinon, vous allez voir cette personne, et puis après, vous pouvez aller voir le conseil d'une autre banque, où vous avez des gens qui sont conseillers en gestion de patrimoine. Et honnêtement, j'ai travaillé longtemps, moi, avec des conseillers en gestion de patrimoine, alors c'était il y a 25 ans, hein, mais j'ai travaillé avec eux, et j'en ai plutôt une bonne image. J'en ai plutôt une bonne image, c'est-à-dire des gens hyper compétents qui connaissaient très très bien leur métier, quoi. Alors après, est-ce que évidemment ils touchent des coms, donc ils sont un peu orientés par leur com, mais encore une fois, si vous allez en voir plusieurs, vous verrez bien si le discours est le même, quoi. Mais voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.